Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante: pourquoi s'engager en dépit du paradoxe de l'action collective? Je rappelle qu'une action collective, c'est une action concertée d'un groupe en vue d'atteindre des objectifs communs. On va manifester par exemple pour qu'il y ait une hausse généralisée des salaires, pour qu'il y ait un recul de l'âge de la retraite, etc. Alors, l'action collective a un coût individuel, un coût temporel. Pendant que je suis en train de manifester, de faire grève, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas travailler. Il y a un coût financier. Si je fais grève, je ne suis pas payé pour faire grève, bien évidemment. D'autant plus que je risque d'être regardé un petit peu du mauvais œil de la part de mes supérieurs hiérarchiques. Par contre, les retombées de l'action collective, elles ne sont pas individuelles. Elles sont pour tout le monde. D'accord? Si M. Macron dit qu'il va augmenter le traitement de tous les fonctionnaires, que j'ai finalement été manifesté ou non dans la rue, mon traitement, mon salaire augmentera quoi qu'il en soit. Donc vous voyez déjà qu'il y a une forme de dualité en fait, d'accord? On a un coût au niveau individuel, mais par contre les avantages, les bénéfices, eux, sont collectifs. Donc quand on y réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au niveau individuel, on a tout intérêt à ne pas participer pour ne pas subir les coûts, et en se disant que finalement, on va laisser les autres participer parce que de toute façon, si les revendications des autres aboutissent, je vais également en profiter. Donc autant se comporter en passager clandestin. Le souci, c'est que si tout le monde raisonne de cette manière-là et décide de se comporter en passager clandestin, donc chacun dans son petit coin va raisonner ainsi, c'est ce qu'on appelle une stratégie non coopérative, et bien à la fin, il n'y aura pas d'action collective, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olson, le paradoxe de l'action collective, qui fait que tout le monde voudra qu'il y en ait une, mais finalement, il n'y en aura pas. Alors comment on peut contourner ce fameux paradoxe de l'action collective? Par exemple, en mettant en place des incitations sélectives qui ont pour objectif de limiter les comportements des passagers clandestins. On peut mettre en place des incitations positives. Les incitations positives peuvent prendre la forme d'avantages accordés exclusivement à ceux qui vont se mobiliser ou à ceux qui vont adhérer, par exemple, à un syndicat. Elles peuvent prendre la forme de conseils juridiques au niveau du droit du travail, des aides pour des démarches administratives ou une mutuelle, une progression plus rapide dans la carrière, etc. etc. A contrario, on peut mettre en place des incitations négatives. Les incitations négatives ont pour objectif d'augmenter le coût de l'inaction, autrement dit le coût de la non-participation à l'action collective. On va par exemple supprimer certains avantages à ceux qui ne participent pas à l'action collective. Ils n'auront plus droit à des mutuelles. On va faire un petit peu de harcèlement moral. Ils auront une progression de carrière un petit peu plus lente, etc. On peut également relever l'importance de ce que l'on appelle les rétributions symboliques. Autrement dit, toutes les formes de récompenses non matérielles, prestige, sentiment d'utilité, une nouvelle sociabilité que l'on va développer, et qui vont provenir de l'action collective. Et là, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Les gilets jaunes, d'accord? Au tout début du mouvement, vous vous souvenez, on avait des gilets jaunes qui occupaient des ronds-points, et on les voyait, qui discutaient, qui dansaient, qui faisaient la chenille, qui mangeaient autour d'un barbecue, etc., etc. Eh bien en fait, vous comprenez que cette action collective, elle était source de lien social, elle permettait de développer des sociabilités, des solidarités. Certaines personnes avaient donc des rôles sociaux qui étaient gratifiants, il fallait organiser justement le fait de l'occupation du rond-point, il fallait organiser le ravitaillement, donc on gagne en estime, en affirmation de soi. En fait, on a un sentiment d'utilité qui est super important, surtout pour des personnes qui, au niveau par exemple professionnel, ont souvent l'habitude d'être dans une situation où ils vont subir des choses. Et enfin, en dernier lieu, il faut également tenir compte de la structure des opportunités politiques. En l'occurrence, il faut tenir compte du degré d'ouverture ou de fermeture des institutions politiques. Est-ce qu'elles sont plus ou moins démocratiques? Si par exemple je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de faire une action collective? Est-ce que j'ai le droit de manifester en Chine? Ouais, bon, on ne répondra pas à cette question. Par contre, si vous vous posez cette question pour la France, il n'y a pas de souci, allez-y tranquille, on accepte presque tout. Ok? Deuxièmement, il faut tenir compte de la stabilité ou de l'instabilité des alignements politiques. À savoir, si par exemple vous avez des idées au niveau environnemental et que vous savez au pouvoir il y a un parti écologiste, vous vous dites ça c'est cool parce que du coup, si je fais des petites manifestations, je sais que dans le gouvernement il y a des oreilles qui vont pouvoir prêter attention à ce que je dis et finalement mon message a plus de chances de passer. De plus, il faut également tenir compte du degré de cohésion ou de division au sein des élites politiques. Ça va être la capacité à trouver des alliés politiques, et c'est ce qui va favoriser les mobilisations collectives et finalement faire aboutir certaines revendications. Les partis de gauche, par exemple, pour l'élection présidentielle de 2022 en France, ils étaient chacun dans leur coin, ils n'avaient aucune chance d'avoir beaucoup de députés. En se regroupant à travers la NUPES, ça a permis d'obtenir à la fin pas mal de députés. Et pour terminer, il faut tenir compte de la réaction de l'État face à la contestation.
Est-ce qu'il va utiliser la répression, le dialogue, sachant que par exemple, quand il y a des élections présidentielles qui approchent, en général, on peut demander presque n'importe quoi.